Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir. Écrivain et essayiste. Bonsoir à Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique et bon connaisseur des arcanes du pouvoir et notamment de Matignon. C'est son ancienne vie, hein, Philippe Guibert. C'est Bonsoir. ma maison, j'aurais pas dû. Je comprends pas que je n'y sois pas là. C'est un appel à Michel Barnier. Non. Vous voulez retourner au SIG. Il passe devant régulièrement tous les soirs et il s'agenouille. Et Maison. il il met un cierge. maison, il dit. On transmettra en tout cas. Avec Maison. l'index levé. Avec l'index levé. Oui, c'est Philippe Guibert. Bonsoir Charles Rodwell. Bonsoir, merci pour votre invitation. Vous êtes député EPR des Yvelines, vous êtes membre de la commission des finances. Est-ce que vous pourriez, avant de parler de cette arrivée du budget, comment dirais-je, devant les députés tout à l'heure à 21h30 pour la partie recettes, nous donner un peu l'ambiance qu'il y avait en commission des finances, vous allez raconter un peu comme si vous étiez là autour d'un café avec nous, alors il s'est passé ça, puis un tel a levé le doigt, est-ce qu'on arrivait à être audible, est-ce qu'on arrivait à s'écouter ou c'était un capharnaüm total? Alors, sur la forme, c'était pas forcément un capharnaüm, c'était plutôt une discussion, je dirais passionnée, engagée, mais avec des débats de fond. Mais la conclusion que, à titre personnel, je tire de cette longue semaine de débat en commission des finances où le texte a été rejeté, c'est que un vote lors des élections législatives, ça compte. C'est-à-dire que quand vous votez pour le Rassemblement national, le Bloc central ou le NFP sous la coupe de la France insoumise, vous ne votez pas pour le même budget. Vous ne votez pas pour les mêmes orientations politiques. On est dans trois couloirs de nage différents. En fait. Mais c'est-à-dire que nous avons un texte qui est ressorti avec, du fait, sur beaucoup de ces articles, une alliance de circonstances peut-être, mais en tout cas une alliance politique entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, qui a fait que mécaniquement, il y a eu l'adoption de 60 milliards d'euros de taxes en plus, que nous rejetons. C'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à mener le combat en séance publique, et c'est un vrai combat pour protéger, pardonnez-moi de ce terme, mais les Français d'un véritable matraquage fiscal qui a été adopté en commission des finances et que nous récusons, que nous refusons en séance publique. Il y avait apparemment des propositions du MoDem d'ailleurs pour alourdir la facture fiscale. Alors, il y a eu un débat effectivement sur le prélèvement forfaitaire unique où 90% du bloc central sont totalement opposés à une évolution sur ce prélèvement forfaitaire, tout simplement parce que nous estimons que c'est un argument fondamental, un, de la compétitivité de la France, et deux, tout simplement du pouvoir d'achat des gens, et de notre fiscalité, tant sur le travail pour certains de ces impôts que sur le patrimoine pour d'autres. Et donc ça, c'est vraiment une ligne politique très forte qu'on veut positionner sur le sujet. Mais permettez-moi en plus, non, parce je pense qu'il faut quand même qu'on mette en avant ces sujets-là. Sur les 60 milliards, on a quand même, notamment de la part du NFP, l'adoption d'une taxe sur les munitions de fusils de chasse, une taxe sur les rats de laboratoire, une taxe sur les équipements des bateaux de marchandises, une taxe sur les bouteilles d'eau, une taxe incitative sur le contenu carbone des engrais azotés, une taxe pour inciter le tourisme pour les éoliennes en mer. Je répète le dernier, ça vient du président Coquerel qui l'a défendu en commission des finances. Je suis sûr que la vidéo est disponible et je pense qu'elle peut faire le buzz. L'incitation du tourisme pour les éoliennes en mer. C'est-à-dire d'aller voir des éoliennes. Probablement. Oui, en tout cas, moi j'avoue que j'ai participé. La Statue de la Liberté à New York, par exemple. Là, on va voir une éolienne. On est dans une perception de la taxe, du matraquage fiscal de la part de l'ensemble du nouveau Front populaire, malheureusement, y compris le Parti socialiste, qui est parfois cautionné par le Rassemblement national. Et nous, on veut prendre tout simplement, en tout cas les auditeurs qui nous écoutent, à témoin en leur disant mobilisez-vous pour solliciter votre parlementaire pour que chacun d'entre nous refusions ce matraquage fiscal. Et pour qu'il n'y ait pas de 49.3 immédiat, d'ailleurs on se demande ce timing choisi par Michel Barnier, pourquoi est-ce qu'il ne le dégaine pas tout de suite? Et d'ailleurs il va peut-être le dégainer à 21h32 tout à l'heure. Je ne crois pas, en tout cas j'ai absolument pas ce sentiment-là. C'est pas le plan, je crois. Parce que Michel Barnier est honnêtement, il vient pas de ma famille politique. Je suis d'Ensemble pour la République. C'est un Premier ministre qui vient des Républicains. Mais il y a vraiment aussi. Tout à fait. Mais on a fait des choix politiques différents. Et puis évidemment, je respecte infiniment la figure d'autorité qui est Michel Barnier. Mais surtout, il y a une chose que je respecte particulièrement chez lui, c'est son sens de l'écoute et son sens du travail en commun. Je crois vraiment qu'on en avait besoin. Bon. Et on voit honnêtement. Ça, c'était le petit coup de tirage. On aime bien notre Premier ministre. Mais non, mais c'est vrai. Tant mieux. Enfin, honnêtement, Joseph. Et je pense que vous pouvez le constater hier avec l'entretien qu'il a donné et parmi d'autres, il y a une vraie volonté de construction de ce budget. On a lu dans le journal du dimanche. C'était effectivement totalement exhaustif. Voilà. Joseph Massescaron. Parce que revenons à ce fameux
bloc central dont vous avez parlé, il y a une question de Pierre de Villeneuve que vous avez un peu esquivée, c'est la question évidemment de l'assurance vie. Oui. Il y a quand même des propositions qui ont émané de ce bloc central, notamment du MoDem. Tout à fait. Ça vous a étonné ou pas, cette position que le MoDem propose justement, en fait, de taxer quelque chose qui, contrairement à ce que l'on peut dire d'une manière démagogique, aujourd'hui, c'est pas simplement des dispositions fiscales pour les Français, l'assurance maladie. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. L'assurance vie, les gens qui nous écoutent, l'assurance vie, c'est dans un monde qui est de plus en plus difficile, de plus en plus hostile. C'est le matelas. C'est pas simplement ça. C'est le matelas. C'est pas simplement, oui, c'est le matelas en effet. C'est-à-dire, c'est la possibilité, en effet, d'avoir de l'aide à un moment donné difficile dans l'existence. Alors, comment expliquez-vous que ça vienne du MoDem ? Alors, ça vient notamment d'une personne au MoDem qui est une personne éminemment respectable qui s'appelle Jean-Paul Mattei, qui était le président du groupe du MoDem, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui est l'un des piliers de la Commission des finances, qui est un homme qui a toujours bâti sa ligne politique, notamment sur les sujets fiscaux, que je partage pas à titre personnel, mais pour lequel j'ai vraiment un immense respect parce qu'il connaît par cœur ces questions. La deuxième chose, c'est que les débats que nous avons en Commission des finances ne sont pas les mêmes qu'en séance. C'est le moment de sortir des propositions et d'en débattre sur le fond entre les différents groupes politiques. Troisièmement, sur l'assurance vie, moi je suis opposé catégoriquement, et nous sommes une immense majorité à y être opposé catégoriquement. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le matelas, c'est l'épargne des gens. Ils épargnent littéralement pour leur vie, pour des grands moments dans leur vie. Que ce soit pour l'achat d'un logement, que ce soit pour l'achat d'un véhicule, que ce soit pour le moment de leur retraite. Mais la question, que ce soit... et donc, la question de Joseph, c'est qu'est-ce qui lui a pris ça ? Qu'est-ce qui lui a pris ? Quelle mouche l'a piqué ? Et parce que, alors, il faut, invitez-le, demandez-lui. Deuxièmement, quand même une idée, vous siégez avec lui. Mais justement, j'y viens. Voilà. Notre question fondamentale et centrale, c'est comment est-ce que l'épargne des Français, qui est massive, et tant mieux, peut financer l'économie française. Certains, notamment de manière très majoritaire, le NFP dit il faut matraquer fiscalement l'assurance vie pour injecter cet argent dans l'économie. En fait, vous ne répondez pas. Mais si, mais j'y viens justement. Parce qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne lui a pas dit, monsieur Mattei. C'est peut-être parce que la réponse est difficile à donner. Mais non, mais j'y viens. Je pense que le débat de fond est extrêmement important. C'est un débat de fond. Bien sûr que c'est un débat de fond. Financer l'économie par l'épargne des Français, c'est fondamental. Je n'ai pas tourné autour du pot concernant le MoDem. Vous pensez que ce n'est pas lié du tout au fait qu'il y a bientôt un congrès au MoDem et que vont s'affronter les successeurs de M. Bayrou entre ceux qui représentent la partie droite, c'est-à-dire M. Jean-Noël Barrot, et ceux qui représentent évidemment la partie gauche. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être anguille sous roche ? Je vais être très franc avec vous, je n'ai aucun intérêt pour les débats internes au MoDem. C'est une jolie façon de dire je m'en fous complètement. Je vais être franc avec vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les gens qui nous écoutent... Il y a juste 500 000 personnes qui nous écoutent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si les gens qui nous écoutent vont avoir leur assurance vie taxée ou non. Moi, je leur réponds que catégoriquement, non. Vous donnez l'assurance que non. Mais en tout cas, moi je veux dire, si on était ultra majoritaire et qu'on avait 300 députés, une majorité absolue, je pourrais vous le dire catégoriquement. Mécaniquement, aujourd'hui, il faut qu'on bâtisse des majorités. Et on est déterminé à bâtir une majorité pour que l'assurance vie des Français ne soit pas taxée sur les mesures que vous dites. C'est clair. Pour ce qui est du congrès du MoDem, oui, j'en ai pas grand-chose à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'assurance vie, oui ou non, va être financée, va être taxée. La réponse pour nous est non. La raison pour laquelle, c'est parce que nous, les propositions que nous faisons, ça a été les mesures de la loi Pacte, ça a été les mesures que nous portons par ailleurs dans d'autres projets de loi pour orienter notre épargne collective vers le financement de notre propre économie. S'il est là le sujet fondamental pour financer l'économie française. Et je pense que ça, c'est le débat de fond qui, en tout cas, moi, m'intéresse. Et donc, give monkey, comme on dit dans votre autre patrie, je crois. Ma patrie, c'est la France. Mon cher Philippe. Vous disiez, on veut construire une majorité. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans les débats, et au-delà de la commission des finances, dans le débat parlementaire et politique ces derniers temps, c'est le sentiment d'un gros manque de concertation, de coopération entre les Républicains et entre ce qui était avant juin la majorité macroniste dans ses différentes composantes. J'ai le sentiment que vous cohabitez entre vous plus que vous travaillez ensemble, et que dans cette perspective, faire adopter un budget alors que je lis que M. Attal et M. Wauquiez ne se parlent plus, ça me paraît très compliqué. Moi, j'ai le sentiment, au contraire, que depuis la rentrée, depuis cet été, on met fin à une énorme hypocrisie. C'est-à-dire qu'on a expliqué pendant 2 ans qu'on s'affrontait, que finalement, les Républicains et les 3 partis du bloc central, donc Renaissance, Horizon, MoDem de l'autre côté, on était en opposition les uns avec les autres. Mais la vérité, c'est que sur la centaine de textes qui ont été votés en 2 ans, déjà ça fait beaucoup, mais en tout cas, il y en a une petite centaine,
Il y a 2 textes qu'on n'a pas votés ensemble. D'accord. Les énergies renouvelables et les retraites pour une majeure partie des Républicains. D'accord. Tous les autres textes, je vais venir à votre question après Ouais, sur le sujet des personnes. Mais sur le budget, il là, faut quand sur même le... mettre fin à cette hypocrisie, à se dire que tous les autres textes, nous les avons votés ensemble et nous les avons travaillés ensemble. Et donc quand cet été, vous avez Laurent Wauquiez qui présente son pacte législatif et Gabriel Attal, notre groupe, qui présente son pacte législatif aussi, et qu'on se rend compte que sur les 10 propositions qu'il y a, il y en a 8 en commun. Bah moi, je constate factuellement qu'on est fait pour travailler ensemble. Pour la question des personnes, C'est pas encore simple, hein. honnêtement, mais évidemment que c'est pas simple parce qu'on a des histoires politiques totalement différentes. Mais C'est moi, la ce qui m'intéresse sur présidentielle le fond- 2027 qui travaille les divisions. Mais honnêtement, si aujourd'hui on pense à 2027, nous serons tous comptables du même bilan et du même héritage. Donc soit on réussit, et dans ce cas-là, tous ceux qui pensent à la présidentielle pourront se poser la question 6 mois avant, soit on échoue collectivement, et dans ce cas-là, ça vaut juste même pas la peine de penser à la présidentielle aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre choix que de réussir ensemble, et moi je suis bien content qu'on nous travaille ensemble parce que oui, nous mettons fin, enfin, à cette 19 hypocrisie qui animait nos rapports politiques depuis 12 ans. 27, on est déjà très en retard, mais Charles Rodwell va rester faute, quelques la minutes faute. de plus. Pas du tout, la faute est à personne, on y va, à tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massescaron, avec Philippe Guibert, nous sommes avec Charles Rodwell. Dans un instant, on va parler du Doliprane parce que je sais que le sujet vous tient à cœur, Charles Rodwell. D'abord, cette citation de Jordan Bardella ce matin sur Europe 1 sur le déficit laissé par la majorité présidentielle, comme on l'appelait à l'époque d'avant les européennes et d'avant les législatives. À minima, c'est de l'amateurisme. Au pire du pire, c'est une dissimulation. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, dissimulation? Il parlait du camp présidentiel ou de son propre parti en le disant? Qu'est-ce que c'est que cette réponse, Charles Rodwell? Mais je vous le dis parce que lors du dernier budget, où nous avons déjà entamé un grand nombre d'économies, lorsque j'additionne les amendements du Rassemblement national, on est à 256 milliards d'euros. Lorsque, en janvier dernier, Bruno Le Maire décide de sortir des mécanismes d'urgence inflationnistes, qui étaient des mécanismes importants mais coûteux, le Rassemblement national était contre. Lorsque nous avons décidé d'annuler des crédits budgétaires à hauteur de 16 milliards d'euros, le Rassemblement national s'est montré contre. Lorsque nous avons voulu faire un projet de loi de finances rectificatif au printemps, la décision a été prise de finalement ne pas le faire parce que nous aurions été mis en minorité à l'Assemblée nationale, notamment par le Rassemblement national qui ne voulait pas l'ajuster. Donc si vous faites référence à la commission d'enquête qui va avoir lieu sur le rétablissement des comptes, nous on est prêts. Et j'ai envie de vous dire que même on est déterminé à être présent pour rétablir cette vérité parce que il est tout de même assez éloquent, pour ne pas dire ironique, de voir un membre, notamment le président du Rassemblement national, critiquer la gestion des comptes publics alors qu'à chaque fois que nous avons demandé aux forces politiques d'être au rendez-vous, elles n'y étaient pas, elles ont voté contre. Je ne parle même pas de l'abrogation de la réforme des retraites qui est proposée par le RN dans quelques jours, qui tout simplement, à mon avis, pourrait condamner notre système des retraites. Et tout ça dans une position qui, à mon avis, me semble assez peu cohérente. Que vous entendiez Jordan Bardella ce matin sur Europe 1 et sur CNews, il dénonçait l'appel des syndicats de la SNCF d'empêcher la promotion de son livre qui est à paraître, justement, les syndicats de la SNCF qui appellent au boycott de ce livre dans toutes les gares. C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'ils font pression, ces syndicats d'extrême gauche, sur la SNCF pour que la SNCF ne diffuse pas une campagne de publicité qui a été négociée par ma maison d'édition. Mais on voit bien là toute l'intolérance, tout le sectarisme, toute cette nostalgie de régime totalitaire qui habite aujourd'hui les esprits à gauche. D'abord, je les remercie parce que ça va très certainement faire de la publicité au bouquin, mais c'est quoi la prochaine étape? Ils vont brûler mes livres? Ils vont empêcher les gens d'aller acheter les livres? Ils vont faire des manifestations contre la liberté d'expression? Est-ce que vous êtes vous aussi indigné, Charles Rodwell? Honnêtement, Jordan Bardella est un adversaire politique fondamental qu'on combat tous les jours au Parlement. Mais factuellement, une prise d'otage comme celle-ci par des syndicats d'extrême gauche est absolument scandaleuse. Une prise d'otage? Bah bien sûr. C'est-à-dire que, je suis désolé, prendre comme ça en otage la liberté d'expression à des fins politiques, ce qui n'est juste pas le sujet d'un syndicat, est scandaleuse. Et en même temps, je pense que le sujet est totalement contre-productif parce que, oui, malheureusement, avec un tel acte stupide, ils font de la publicité à la politique portée par Jordan Bardella que je combats. Donc pour ces deux raisons, je trouve que l'acte est stupide et est nul et non avenu. Le temps presse, je voulais qu'on parle du Doliprane parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que le Doliprane est encore français? Alors la question sur Opella, donc la filiale qui va être vendue à hauteur de 50%. Filiale de Sanofi. Filiale de Sanofi. C'est une entreprise qui détient la production de Doliprane, mais qui détient aussi la production de beaucoup d'autres médicaments hautement stratégiques pour notre pays. Et donc pour notre souveraineté. Bien sûr.
C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés lorsque Sanofi a annoncé la vente de 50% de ses parts en négociation exclusive avec un fonds d'investissement américain. Nous avons été plus de 60 députés, notamment du bloc central et de la droite républicaine, à nous mobiliser, car nous voulions connaître quelles étaient les garanties et les contreparties fondamentales apportées dans le cadre de cette opération qui, là encore, et nous tenons notre position, touche à l'indépendance et à la souveraineté nationale et économique de notre pays. Il y a une première conférence de presse qui a eu lieu ce matin par le ministre de l'économie, le ministre de l'Industrie et le directeur général de BPI France. Il y a 2 points d'avancée majeurs qui sont importants. Premièrement, on a un accord tripartite de haut niveau entre Sanofi, le fonds d'investissement américain et l'État, ce qui est, je crois, unique en son genre. Premier bon point. Deuxième bon point, la BPI, Banque publique d'investissement, va rentrer au capital. Mais nous avons 3 sujets encore. À combien la BPI? 1% 1 à 2%. Et donc nous avons donc 3 sujets d'inquiétude encore extrêmement importants que nous allons regarder rigoureusement à travers le contrôle sur les investissements étrangers en France. Le premier point, quels sont les vrais engagements de long terme et quelles sont les contreparties de garanties de long terme au-delà de quelques mois ou quelques années. Nous ne sommes pas rassurés sur ce point. Deuxième point sur lequel nous voulons absolument avoir des garanties, c'est est-ce qu'au-delà de son entrée au capital à 1 ou 2%, la Banque publique d'investissement pourra, dans ses prérogatives, avoir un rôle stratégique? C'est une question à laquelle vous n'avez pas de réponse ce soir. Mais c'est où il peut y avoir un contrôle sur les investissements étrangers qui va le définir et les modalités du contrat vont le définir. Le troisième point, c'est de savoir, au-delà de celles qui ont été citées dans la presse, il y en a peut-être d'autres, y avait-il des offres alternatives françaises ou européennes qui pouvaient réellement faire concurrence à... ça, en tout cas, il faut demander à Sanofi et au gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous, représentation nationale, nous députés, notamment du bloc central, disons ce soir, il y a des premières avancées qui sont intéressantes, mais nous serons extrêmement rigoureux et extrêmement minutieux dans l'analyse de l'engagement en fait des procédures maximales de contrôle sur les investissements étrangers pour être certain que les contreparties qui soient données soient adéquats au vu de l'enjeu de souveraineté nationale. Pour renforcer votre pression sur le gouvernement, pourquoi vous ne lui demandez pas d'actionner le décret Montebourg qui permet de bloquer la vente d'actifs qu'on considère comme relevant de la souveraineté nationale, de bloquer cette vente? Alors, il y a ce décret de Montebourg qui date de 2014 ou 2013. Tout à fait. En fait, le décret Montebourg, c'est justement le décret qui définit le contrôle sur les investissements étrangers en France. Ça. Donc, sur un certain nombre de secteurs sensibles, stratégiques, l'État a la possibilité de regarder et d'analyser si cet investissement est favorable ou défavorable à notre pays. Il a d'ailleurs été renforcé à 2 reprises, par voie législative puis par voie réglementaire par Bruno Le Maire, d'abord en 2018 puis en 2021 en sortie de crise Covid, pour renforcer les dispositifs par lesquels on pouvait contrôler ces investissements. Et c'est d'ailleurs sur ces 2 jambes qu'on a construit notre politique d'investissement depuis 7 ans, voire depuis plus, parce que vous citez Montebourg, c'est Arnaud Montebourg qui l'a créé, il faut bien l'admettre. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons mis en œuvre toute une politique qui est contestée par certains, et c'est la démocratie, d'attirer des investissements massifs dans notre pays, qui ont créé 2,7 millions d'emplois dans notre pays, notamment depuis 7 ans, et en même temps, pardonnez-moi du terme très macronien, que nous assumons, c'est de dire, nous renforçons aussi nos possibilités de contrôler des investissements qui touchent à des secteurs sensibles et que nous mobilisons de manière maximale sur cet investissement. Parce que ce dispositif permet de bloquer et donc est un levier de négociation très important. Tout à fait. Mais il ne peut être engagé que lorsque vous rentrez dans des procédures, c'est un peu technique, des procédures exclusives. C'est la raison pour laquelle le décret peut être actionné uniquement maintenant, parce que l'État, Sanofi et CDR on dit qu'il rentrait en négociation exclusive depuis hier. Ce qui permet l'actionnement, la mise en œuvre en tout cas, du contrôle sur les investissements étrangers. Merci, j'imagine que vous allez dans l'hémicycle. Tout à fait, on repart à l'Assemblée nationale. Allez. Merci pour votre invitation. Bonne soirée. On suit tout ça avec bien sûr toutes les équipes d'Europe 1. Merci Charles Rodwell. Tous les matins à 9h-20 dans Europe 1 Matin, Olivier Lagarde lit, analyse, commente ce qui fait les unes de la presse. La presse, c'est la une de la presse, c'est la revue de presse d'Olivier de Lagarde, signature Europe 1. Tous les matins à 9h-20. Et si vous l'avez loupé, il y a les replays et l'appli Europe 1. À tout de suite avec une historienne qui nous retrace la vie et l'ascension du pape Paul III. Amélie de Bourbon-Parme est avec nous sur Europe 1. À tout de suite.